je dois vous parler du socle commun des valeurs de la République, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une articulation entre morale laïque et valeurs de la République telles qu'elles sont présentées par nos gouvernants, mais que cette articulation n'est peut-être pas le meilleur moyen de bâtir un socle commun, un socle de valeurs communes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette articulation morale laïque et valeurs de la République est fondée sur la philosophie des droits, ce qui, au plan philosophique, peut être discuté. Il y a une autre approche pour bâtir un socle commun, c'est l'approche thomiste classique, l'approche jus naturalis, où à partir du réel observable, on va essayer de bâtir ensemble un socle commun de valeurs, et nous verrons que les deux approches sont différentes et aboutissent à des résultats différents. Ensuite, nous travaillerons ce socle prétendu commun de nos valeurs républicaines. Qu'est-ce qu'il y a derrière les valeurs de la République, pour conclure sur une certaine contradiction entre, d'une part, ces valeurs républicaines communes et, d'autre part, ce qui est prôné dans le cadre de la morale laïque, à savoir la méthode du libre examen dans l'enseignement de la morale, sur laquelle je serai amenée à revenir tout à l'heure. Aristote enseignait dans sa politique la cité est une pluralité qui, par le moyen de l'éducation, doit être ramenée à une communauté. C'est-à-dire que ce grand philosophe avait bien compris l'importance des principes unitifs dans la société. C'est pour ça que la morale laïque, c'est un sujet qui intéresse tout un chacun. Nécessité de principes unitifs dans la société, et d'ailleurs l'éthique à Nicomaque, qui soi-disant est un livre, je ne sais pas si c'est exact, qu'il aurait écrit pour son fils, c'est un livre d'éducation à la vertu. Un livre d'éducation à la vertu qui a pour fin tout simplement le bonheur de celui qui s'essaie à cette vertu. Alors, qu'est-ce que la morale, sinon la science des comportements vertueux? Et quelle autre fin pour tout un chacun que l'épanouissement de ce qu'il est? Encore faut-il devenir ce que l'on est. Et pour devenir ce que l'on est, on a un outil qui est la morale. La morale est toute la science de ce devoir-être. La morale est dans la détermination de ce devoir-être. Et je dirais presque que la morale s'écrit toujours au futur. Ce colloque a été ouvert tout à l'heure par Monseigneur. La question immédiate qu'on peut se poser, c'est faut-il être catholique ou chrétien ou plus largement religieux pour traiter de la morale? La vertu ne s'entend-elle que des vertus chrétiennes? Ou faut-il considérer qu'il y a accessibilité à la morale indépendamment d'un Dieu pour la prescrire? La morale peut-elle être laïque au sens contemporain de son Dieu? Le débat n'est pas nouveau. Le débat n'est pas nouveau et déjà Edgar Quinet, qui était un républicain convaincu, qui était un ami de Michelet aussi pour situer les idées, dans son livre L'enseignement de la morale en 1850, disputait de la question de savoir si, sur la question de la morale, il fallait intégrer Dieu ou non. Et dans son ouvrage, que je trouvais excellent, de M. Thibaut Collin sur la morale de M. Payon, dans son ouvrage, Thibaut Collin, en 2013, montre bien les disputes qu'il y avait eu à l'époque, à la fin du XIXe siècle, entre Jules Ferry, partisan d'éradiquer Dieu de la discussion, et Jules Simon, qui lui préférait qu'on le conserve. Alors ce dont je dois vous parler ce matin a un cadre, semble-t-il, apparemment un peu plus étroit, puisque c'est le socle commun des valeurs de la République. Alors quelle République? Je ne vais pas ici discuter de la notion de République. On peut avoir une notion de la République de type rousseauiste, c'est-à-dire imprégnée de la philosophie des Lumières, avec une véritable idéologie républicaine. On peut avoir une notion de la République plus technique, au sens d'organisation de la cité, d'un type plus aristotélicien. Je ne vais pas débattre de cette notion, mais tout au long des développements et de l'étude que nous allons faire de ce socle commun des valeurs républicaines, apparaîtra véritablement la République, la notion de République telle qu'elle transparaîtra à partir de ce socle commun, sans que j'ai besoin de dire que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Alors, si j'ai commencé ce matin devant vous par des questions de morale, de vertu et de la place de Dieu, c'est en raison de la mise à l'honneur récemment d'un rapport, un rapport intitulé « Pour un enseignement laïque de la morale ».
Ce rapport remis au ministre, à notre ministre de l'Éducation nationale pour un enseignement laïque de la morale a été remis le 22 avril 2013. Et ce rapport prévoit que les enseignants devront suivre une formation. Devront suivre une formation avec 2 modules. Premier module, l'un sera sur l'enseignement de la morale et l'autre sur la laïcité et les valeurs de la République. Et de la même façon, on voit le lien entre morale, enseignement de la morale et valeurs de la République et laïcité dans la charte de la laïcité qui figure désormais, normalement, qui doit être affichée dans nos écoles depuis septembre 2013. Alors je ne citerai qu'un des articles, mais cela transparaît à la lecture de l'intégralité de la charte. Il est dit notamment à propos des élèves, article 8, « La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école, comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. » Il y a donc bien, comme je l'annonçais, une articulation de la morale laïque et des valeurs républicaines. On observe cependant un glissement de la morale des vertus à un socle de valeurs élargi. Et ce socle de valeurs élargi, on ne sait pas au juste sur quoi il se fonde. Alors le plus simple, ce qui m'a semblé le plus instructif, c'était de me reporter directement au rapport que j'ai cité du 22 avril 2013. Voilà ce qui est dit à propos de ce socle de valeurs élargi. Dans l'éducation morale, je le cite, dans l'éducation morale laïque traditionnelle, les valeurs et les vertus citoyennes trouvaient leur fondement dans des vertus morales générales. Une morale des vertus fondait la citoyenneté républicaine. Et sans doute, tout à l'heure, en fin de matinée, le professeur Reverso traitera davantage de cette question, de cette citoyenneté républicaine fondée sur une morale des vertus qui se situe l'un dans l'autre à la fin du XIXe siècle. Il est poursuivi dans le rapport. S'il est difficile aujourd'hui, donc on quitte cette vertu, ce fondement de la morale des vertus pour la citoyenneté républicaine, il est dit « S'il est difficile aujourd'hui de réhabiliter un socle vertueux du civisme, on peut néanmoins s'engager dans une meilleure articulation du moral et du civique, prenant appui sur un socle de valeurs élargi. » Et lorsqu'on s'interroge sur le fondement de ce socle de valeurs élargi, voilà ce qui apparaît un peu plus loin, toujours dans le rapport, c'est les pages 27 et 28 pour ceux qui souhaitent s'y reporter. Le socle des valeurs communes devrait ainsi comprendre la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit de justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination. Ces valeurs sont celles de l'humanisme moderne. Ce sont aussi les valeurs constitutionnelles de la République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie notre actuelle Constitution. Voilà ce que dit le rapport. Voilà le nouveau fondement. À la morale des vertus est substituée la morale des droits, plus particulièrement la morale des droits de l'homme. Tel est le socle commun des valeurs de la République. Faut-il se réjouir? Peut-on se réjouir d'une République, puisque nous cherchons ensemble des principes unitifs dans notre société? Peut-on se réjouir d'une République qui est fondée sur la reconnaissance et la protection des droits? La philosophie des droits est-elle protectrice de la personne? Je quitte un petit peu le rapport de 2013 et je vais, dans un domaine voisin, emprunter à notre bien-aimé pape Jean-Paul II, qui, je le précise, bien que je vais un petit peu m'opposer là au regard de la philosophie des droits, qui me verra le 27 avril prochain, place Saint-Pierre, heureuse de fêter sa canonisation. Eh bien, notre bien-aimé pape Jean-Paul II a pensé effectivement que la philosophie des droits de la personne, pouvait être au service de la société et permettre des principes unitifs pour la société. Et on le voit notamment dans l'instruction Donum Vitae, pour le respect de la vie, du 22 février 1987. C'est une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voilà ce qui est dit, je ne cite qu'un passage. « Mais les droits inaliénables de la personne devront être reconnus
et respecté par la société civile et l'autorité politique. Ces droits de l'homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l'État. Ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Et de poursuivre certains droits, il faut à ce propos rappeler le droit à la vie et à l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort, les droits de la famille et de l'institution matrimoniale, et dans ce cadre, le droit pour l'enfant d'être conçu, mis au monde et éduqué par ses parents. Voilà un passage de l'instruction de 1987. Mais je pose tout de même la question. La philosophie des droits pose nécessairement la question, le problème de la légitimité des droits octroyés. Qu'est-ce qui donne légitimité au contenu des droits? La République pour les uns, l'acte créateur de Dieu pour les autres. Une triple difficulté se rencontre s'agissant des droits, et plus particulièrement des droits inaliénables. Première difficulté, le droit il n'est pas inaliénable, en ce sens que le droit à la vie trouve pour limite des situations où il est juste d'enlever la vie à quelqu'un. C'est l'exemple de la guerre. Deuxième difficulté, en plaçant ensuite la personne au cœur de l'approche juridique, cette anthropologie de la personne peut aboutir à fonder sa protection sur sa nature humaine réduite à sa nature rationnelle. Or, la raison de l'homme, c'est-à-dire les facultés d'intelligence, de volonté, la raison de l'homme n'est qu'un outil dans la recherche et l'actuation vers le bien. La raison de l'homme est un outil, ce n'est pas la cause ultime qui explique les droits reconnus ou protégés. Et la troisième difficulté est la suivante. Ce qui peut s'entendre sous la plume de la Congrégation pour la doctrine de la foi, parce que soumis à l'acte créateur de Dieu, ne le peut plus si on supprime Dieu de l'équation. Il est facile à ceux qui nient Dieu de récupérer les droits de l'homme rationalisés et de faire découler les droits du pouvoir institué, indépendamment d'une nature objective des choses qui serait en elle-même révélatrice d'un Dieu créateur. L'homme devient alors, si on enlève de l'équation Dieu, l'homme devient son propre centre de référence et de légitimité. On aboutit à une autodétermination du bien et du mal. Et pourtant, quitte à paraître un petit peu conservatrice, il y avait une autre approche pour établir un socle commun des valeurs, une autre approche qui satisfait tout un chacun indépendamment de la foi qu'il a. Et cette approche, c'est celle de saint Thomas d'Aquin à la suite d'Aristote. Saint Thomas d'Aquin l'a enseigné, il faut partir du fait que la raison humaine n'est point par elle-même la règle des choses. La raison humaine n'est pas la règle des choses, l'homme n'est pas le centre. La raison humaine est mue par des principes premiers d'évidence. Les principes premiers d'évidence, on va me dire c'est des axiomes, on fait ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut parce que ce sont des principes indémontrables. Un principe premier d'évidence, c'est un principe qui meut la raison et qui effectivement n'est pas démontrable. Exemple, le principe de non-contradiction. On ne peut en même temps nier et affirmer la même chose, toutes choses égales par ailleurs. C'est le principe de non-contradiction. Alors la raison humaine est soumise, bien sûr, chacun d'entre nous, notre intelligence et notre volonté est soumise, cette raison humaine, à ses principes premiers, et notamment au principe d'orientation vers le bien. Notre intelligence est mue par un principe d'orientation vers le bien qui est un principe premier. Alors qu'est-ce que c'est ce principe d'orientation vers le bien? Je vais utiliser saint Thomas d'Aquin qui parle beaucoup mieux que moi et qui l'expose beaucoup mieux que moi. Voilà ce que dit saint Thomas. De même que l'être est en tout premier lieu objet de connaissance proprement dite, de même le bien est la première notion saisie par la raison pratique qui est adaptée à l'action. En effet, tout ce qui agit le fait en vue d'une fin qui a valeur de bien. C'est pourquoi le principe premier pour la raison pratique est celui qui se base sur la notion de bien, car le bien est ce que toute chose désire. Le premier principe de la loi est donc qu'il faut faire et rechercher le bien
et éviter le mal. Et c'est sur cet axiome, nous dit saint Thomas, que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle. Alors ce serait trop simple. Il y a évidemment une difficulté d'application. Il y a une difficulté d'application qui tient au fait que la raison pratique, c'est-à-dire la raison qui va déterminer l'action, est soumise à de multiples exceptions, à de multiples circonstances particulières où justement la raison devra s'exercer. Et par conséquent déterminer dans une situation donnée objective, à partir du réel observable, ce qui est juste, ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. La philosophie thomiste, et c'est ça où il y a un point de ralliement, la philosophie thomiste ramène nécessairement vers le réel observable, vers le créé et vers la création. Et ce réel observable, cette création, porte en elle-même une nature des choses que notre intelligence et notre volonté doivent découvrir. L'homme doit user de sa raison pour découvrir le bien et le juste à partir de choses objectives et réelles, et pas à partir d'une idéologie ou des idées. Et à partir de cette création et de la nature des choses, il va nécessairement découvrir qu'il y a un créateur que l'on appelle Dieu, et qu'ensuite la foi permettra de dire que c'est X, Y ou Z. Et ça, c'est un autre domaine. On n'a plus ce principe unitif. Alors que jusque-là, on a un principe unitif de l'usage de la raison dans la recherche du bien. À l'inverse, en nous soumettant à une philosophie des droits de l'homme, nous perdons ce libre arbitre propre à notre nature raisonnable. Nous réduisons ce que nous sommes et le devoir-être à des prescriptions extérieures données par une autorité extérieure. En plus, nous prenons le risque de perdre Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, il suffit de gommer Dieu de l'équation pour arriver à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Il s'ensuit que l'idée qui est développée dans le rapport de 2013, j'ai fait une longue digression, mais elle est importante, et vous allez voir pourquoi, l'idée d'une laïcité intériorisée par l'appropriation des valeurs républicaines, qui serait posée de façon extérieure, à mon avis, est fausse. Cette laïcité enlève à la raison humaine sa fonction propre d'observation de la réalité dans la détermination du bien. Il n'est plus de nature des choses à découvrir, il n'est plus d'exact ajustement à autrui, il n'est plus de rapport d'altérité dont le droit serait la mesure, parce que le droit c'est une mesure entre deux choses qui permettent l'établissement de situations justes qui dans la société ouvrent sur la concorde et sur la paix. Alors on pourrait me rétorquer que la liberté de conscience qui est chère aux promoteurs de la morale laïque, la liberté de conscience et le libre examen sur lequel je vais revenir, donne sa place à la raison humaine. Mais je répondrai de façon négative, parce que d'abord, ils aboutissent à une fixation subjective du contenu moral de l'acte humain, indépendant du réel objectif. C'est en fonction de ce que je pense et de ce que je crois, et non pas par rapport à une mesure extérieure que je dois fixer. Du coup, vous et moi, on peut penser totalement différemment, construire notre jugement sur une situation, et de façon subjective arriver à des solutions A et B distinctes. Alors que dans le réel objectif, on a une base commune, et on essaie ensemble de trouver le point commun. On peut se tromper, évidemment, puisque la raison pratique, on l'a dit, elle a toutes ces circonstances particulières où elle va devoir acter, juger. Mais on avance ensemble à partir de quelque chose de commun. Je dirais non ensuite à propos de la liberté de conscience et du libre examen, parce que ce que Thibaut Collin dénonce comme autodétermination anthropologique et qui aboutit à faire de la morale un contenu indéterminé et relativiste, cette autodétermination anthropologique qui emprunte à la liberté de conscience et au libre examen se brise, et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de ce que j'ai à vous dire, se brise sur le socle commun des valeurs de la République auquel il ne peut être dérogé. Ce socle commun dont je vais vous parler, on ne peut pas y déroger sous prétexte du libre examen. Derrière ce socle commun, l'éducation laïque prétendue neutre impose des valeurs, pardon, on y reviendra souvent, mortifères, qui ne participent pas à rendre les hommes bons, ni même à faciliter le lien social d'amitié qui est nécessaire au bien commun et à une juste citoyenneté bien commun dont il sera parlé tout à l'heure dans la matinée avec M. Hude.
Alors, quel est ce socle prétendu commun des valeurs de la République? Tout est là. Quel est ce socle commun? Quels sont ceux qui fixent ce socle commun? C'est quand même important si ça s'impose à moi sans que je puisse riposter. Et si mes enfants à l'école, on va leur apprendre ce socle commun, j'ai quand même le droit de voir qui dit ce que sont les droits de l'homme. Alors, reprenons un petit peu les propos de notre ministre de l'Éducation nationale. Il nous explique, avec justesse d'ailleurs, que la Révolution française de 1789 aurait échoué. La Révolution française, vous le trouvez sur YouTube, il a fait plusieurs interviews. La Révolution française de 1789 aurait échoué. Et là, il reprend tout simplement la pensée qui a été développée à la fin du XIXe siècle. Pourquoi la Révolution française de 1789 aurait échoué? Parce que la République s'est heurtée à quoi? La République s'est heurtée aux valeurs normatives défendues par l'Église catholique. La République s'est heurtée aux valeurs normatives défendues par l'Église catholique et par conséquent, il y a eu un échec. On comprend alors l'importance de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'État. Séparation des églises et de l'État, 9 décembre 1905, il n'est pas étonnant que le jour de la laïcité ait été fixé par nos gouvernants un 9 décembre, en écho à cette loi. Alors grâce à cette loi, pourrait être récolté de l'avis du ministre, les fruits de l'histoire passée et un plein succès de la Révolution de 1789. La morale laïque aura pour adossement les valeurs républicaines fondées sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de 1946. C'est quoi le préambule de 1946? Je suis ravie parce que j'ai vu des étudiants en droit dans cette salle de différentes années, d'étudiants en thèse, mais aussi étudiants de Master 2. Donc ils savent bien ce qu'il y a dans le préambule de 1946, puisqu'on leur enseigne. Il y a les principes particulièrement nécessaires à notre temps et il y a les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et cette morale serait propre à garantir le respect d'un socle commun de valeurs républicaines par les citoyens de demain. Alors, j'ai quand même envie de poser deux observations. La première observation, c'est que même si ces textes en droit interne ont valeur constitutionnelle et se trouvent au sommet de la hiérarchie des normes, au sommet du droit interne, leur universalité est fort discutable, alors que les principes premiers d'évidence et la recherche du bien par rapport au réel objectif, c'est universel dans la démarche et dans la méthode. Les principes des droits de l'homme, c'est fort discutable. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, on observe le développement de ce que l'on appelait la fondamentalité des droits. On parle aujourd'hui d'une fondamentalité des droits, bien sûr, Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, avec la Cour européenne et toutes les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été adoptée à Nice en 2000 et qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2009 avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc les droits de l'homme au sens de la DDHC et du préambule, soit, mais il faut comprendre que la fondamentalité est plus large aujourd'hui. Il faudrait aller voir un petit peu s'il y a une unité entre tous ces droits. Deuxième observation, eh bien, le processus de reconnaissance des valeurs de la République, le processus de reconnaissance des valeurs de la République, sur lequel je vais revenir rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de vous faire un cours de droit, montre la mutabilité des droits reconnus. Mutabilité des droits reconnus. Alors, comment on reconnaît ces droits de l'homme et ces valeurs républicaines? Bien tout simplement, en France, on va avoir recours au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, très très rapidement, a deux méthodes. La première, depuis une décision liberté d'association du 16 décembre 1971, le Conseil constitutionnel contrôle le contenu de la loi à la DDHC de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au préambule de 1946. Avant la promulgation de la loi. Alors, qui peut saisir le Conseil constitutionnel? Alors, président de la République, Premier ministre, président de chacune des chambres, et depuis 1974, ce n'est pas neutre, on l'enseigne aux étudiants, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. C'est-à-dire que tous les textes importants en France
ne sont pas adoptés directement par le Parlement, ils passent sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Et non pas, le Conseil constitutionnel n'a pas été élu au suffrage universel, hein. Il est nommé, on va y revenir. Deuxième possibilité de contrôle, le contrôle a posteriori. Ça fait Florès, tous les juristes maintenant, quelles que soient les disciplines, font attention aux décisions du Conseil constitutionnel par l'usage de ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. La question prioritaire de constitutionnalité qui permet un contrôle a posteriori de lois promulguées. Cette question prioritaire de constitutionnalité, elle découle d'une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elle est rentrée en vigueur au 1er janvier 2010. Voilà ce que dit l'article 61-1 alinéa 1er, pour vous présenter ce qu'est la QPC. Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, notre socle commun. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi par le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative en France, ou par la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction judiciaire en France. Donc on va pouvoir saisir le Conseil constitutionnel, selon une procédure qui est procéduralement très technique, pour lui demander son avis sur une loi qui existait. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu saisir le Conseil constitutionnel pour savoir si le fait, alors maintenant c'est plus d'actualité, mais si le fait que le mariage soit célébré entre un homme et une femme n'était pas contraire dans le Code civil au principe constitutionnel. Alors qui compose ? C'est là que se font les droits de l'homme et les valeurs républicaines. Qui composent ce Conseil constitutionnel ? C'est quand même drôlement important, puisque c'est ce qu'on va apprendre à nos enfants. Eh bien, ce Conseil constitutionnel est composé de 9 membres. 9 membres qui sont nommés pour 9 ans et qui sont désignés par le président de la République, François Hollande, et par le président de chaque assemblée. Et dans ce Conseil constitutionnel, nous avons également les anciens... Jusqu'à présent, parce que j'ai entendu dire que ça pourrait changer, nous avons jusqu'à présent les anciens présidents de la République. Donc, et ils sont nommés par le pouvoir exécutif. Hein, c'est sage. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que ces sages sont des sachants ? Est-ce que ces sages sont des sachants, c'est-à-dire des personnalités susceptibles de constituer ces tiers impartiaux et désintéressés, aptes à dire le juste, quitte à le formuler sous la forme contemporaine, que je vous ai dit à mon avis discutable, mais quitte à formuler ce juste sous la forme contemporaine des droits. Alors, j'ai été voir leur CV, ce sont des juristes pour la plupart, ils ont beaucoup de diplômes. À minima, ils ont bac+3 en droit, mais ils ont beaucoup plus de diplômes que ça. Ils ont en règle générale assuré des fonctions politiques et des missions d'État en divers domaines, souvent les années précédant leur nomination. Donc ils connaissent la chose d'État, ils connaissent la chose publique. Et c'est leurs décisions qui vont fixer le contenu des droits de l'homme s'imposant au titre du socle commun dans l'éducation citoyenne que l'État veut donner aux enfants. Le contenu des valeurs républicaines subséquentes témoigne, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, hein, on a cité à propos des valeurs républicaines, expressément dans le rapport, la DDHC de 1789 et le préambule de 1946, et qu'il y aura un module que les enseignants devront suivre sur ces domaines. Alors le contenu des valeurs républicaines subséquentes témoigne de quoi ? Eh bien de la distance qui a été prise entre la morale classique entendue des valeurs universellement reconnaissables, parce que fondées sur la nature des choses, que notre intelligence doit découvrir, et les droits fondés sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de 1946. À lire les droits fondamentaux, on souhaiterait tous y souscrire. Dignité, liberté, non-discrimination, égalité et autres belles expressions qui figurent pour certaines au fronton des monuments de la République. Alors concrètement, ces droits, ils ont donné quoi comme loi ou comme projet de loi ? Et je vais provoquer, évidemment qu'il y a des droits et des lois qui ont été reconnus à partir de ces droits qui sont positifs. Je vais prendre là où ça coince un petit peu. Projet de loi sur le suicide assisté et ou l'euthanasie promis d'ici la fin de l'été, qui a déjà été adopté dans d'autres pays, vous le savez en Belgique notamment, qui a été étendu aux mineurs en Belgique le 13 février dernier, le 13 février 2014. Là, projet de loi sur l'euthanasie, suicide assisté, c'est la valeur républicaine de dignité. C'est la dignité qui est invoquée.
Loi du 17 mai 2013, je ne reviendrai pas trop là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé dans le colloque de l'année dernière, etc. Loi du 17 mai 2013 relative au mariage entre personnes de même sexe, niant la nécessité de l'altérité sexuelle. Principe de non-discrimination. Pardon ? Oui, je vais y venir. Droit de propriété ayant couvert pendant les années thermidoriennes, j'ai un historien du droit à ma gauche, de nombreuses spoliations de biens. Droit fondamental de propriété. Loi sur la parité donnant prépondérance aux femmes. Je m'en réjouis. Loi sur la parité donnant prépondérance aux femmes dans les missions publiques. Mais attention, ne faisons pas passer le sexe avant la compétence. Et quand on voit qu'on est absolument obligé de trouver une égalité entre les hommes et les femmes, ça devient risible. Et par la suite, d'ailleurs, ça profitera aux hommes, c'est évident, parce que les femmes sont de plus en plus sur la scène publique. Mais là, c'est l'égalité. Principe d'égalité. Assistance médicale à la procréation et peut-être demain gestation pour autrui. Pourquoi ? Eh bien, le droit à l'enfant pour les couples stériles. Couple stérile par pathologie, un homme et une femme qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Couple stérile par nature, 2 hommes ou 2 femmes. Droit à l'enfant. Projet de loi actuel en cours de discussion, alors je n'ai pas été vérifié, mais il a été discuté, je ne sais pas si la loi a été adoptée. Projet de loi actuel en cours de discussion où on va supprimer l'exigence de situation de détresse pour les femmes pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Droit fondamental de la femme à recourir à l'IVG, à pouvoir avorter sans justifier d'une situation de détresse. Droit fondamental. Là, je ne sais pas, s'agissant de l'homme, s'il y a une égalité totale, puisque lui, il n'a rien à dire. Alors, les droits protégés, vous voyez bien, c'est des droits qui heurtent la morale traditionnelle. La sexualité sans la fécondité, la mort plutôt que la vie, la propriété protectrice de biens qui ont été dérobés à autrui, l'enfant à tout prix, etc., etc. Alors la difficulté, c'est que ces valeurs républicaines ne pourront pas être bottées en touche par la méthode du libre examen qu'on veut enseigner à nos enfants. Puisque ce socle commun des valeurs républicaines, des droits de l'homme, devront impérativement être respectés par tous nos enfants. Alors la question, elle est simple en termes d'éducation. Que fera un enfant en cours d'histoire-géographie lorsqu'on lui apprendra que la contraception va de pair avec le développement du taux d'alphabétisation et que les femmes qui ont moins d'enfants sont mieux instruites ? Que fera-t-il en cours d'éducation sexuelle lorsqu'on lui dira que la masturbation est une activité sexuelle licite ? Ou lorsqu'on lui expliquera à force de schémas comment on met un stérilet ou comment on a un recours à un préservatif ou encore qu'il existe la pilule du lendemain. Que répondra-t-il face à une IVG qui est présentée, une interruption volontaire de grossesse, qui est présentée comme un droit fondamental ? Que pensera-t-il de cette école de la République qui lui expliquera que l'égalité suppose de se choisir homme ou femme indépendamment des caractéristiques de son sexe ? Comment l'enfant auquel on aura enseigné le libre examen pourra-t-il admettre des droits fondés sur des valeurs que, selon la méthode enseignée, il pourrait juger, après tout, immorales ? Alors, il faut que je m'arrête un instant sur cette méthode du libre examen. Parce que cette méthode du libre examen, le ministre de l'Éducation nationale y faisait référence dans ses allocutions que l'on trouve sur Internet. On l'a trouvée dans d'autres pays, essentiellement des pays protestants. C'est un peu notre doyen, pour les juristes qui sont dans la salle, notre doyen Jean Carbonnier, une éminence intellectuelle, mais qui était protestant et qui disait « à chacun son droit, à chacun sa morale, à chacun son droit ». Relativisme. Alors le rapport du 22 avril 2013 préconise en morale cette méthode et soutient que l'enseignement de la morale doit former le jugement moral, c'est-à-dire la capacité des élèves d'apprécier et de discuter les jugements moraux. Et un peu plus loin, on lit que l'objectif est que l'implication des élèves et leur expression créative permettent de construire leur propre jugement qui sera différent du jugement d'autrui. À mon avis, l'assertion et la méthode sont inexactes. C'est inexact pourquoi ? Eh bien parce que la morale n'a pas pour but de discuter un jugement moral ni de l'apprécier. L'objectif n'est pas de construire son propre jugement. La morale doit donner à tout un chacun les moyens de poser un jugement particulier par rapport aux faits qui sont soumis. La morale est opération de qualification et de discernement, comme l'opération juridique, mais au lieu de qualifier juridiquement, elle qualifie moralement.
En ce sens, ce n'est pas un moraliste qui veut. La morale est une science. Elle suppose de recevoir une formation. Elle n'aboutit pas à l'autodétermination des consciences. La solution morale devrait être la même lorsque les faits soumis à l'examen sont les mêmes. Elle n'est pas subjective, la solution morale. Le jugement moral doit correspondre au cas visé. Ensuite, on trouve le libre arbitre, à savoir la question face à une solution morale objectivement posée, est-ce que je suis cette solution ou est-ce que je ne la suis pas? Et c'est la liberté de chacun, le libre arbitre, avec la responsabilité personnelle par rapport à l'acte que je pose. Mais l'acte en lui-même, moralement, doit être qualifié de la même façon. Mais alors, c'est pour ça que la méthode du libre examen, je suis réservée. Mais à supposer qu'on admette cette méthode du libre examen, on dit OK, on suit les gouvernants et on accepte cette méthode du libre examen en morale. La difficulté dans les développements, et moi ce que je trouve vraiment paradoxal, c'est que cette méthode du libre examen se brise sur un totalitarisme englobant des droits, sur une véritable idéologie républicaine. On peut aimer la République, mais là c'est une idéologie républicaine. En ce sens que le paradoxe, c'est que ce soi-disant socle commun vient se substituer purement et simplement aux valeurs normatives défendues par l'Église catholique, qui était pourtant critiquée par les tenants de la laïcité républicaine. Sauf que là, la seule légitimité du socle commun, c'est l'homme posé comme son propre fondement et le pouvoir institué qui va nous dire quels sont les droits essentiels. Alors, il pouvait être reproché à une certaine forme de cléricalisme de poser Dieu comme fondement et justification des choses temporelles. Mais il peut être reproché aujourd'hui au laïcisme de poser l'homme comme fondement et justification des choses spirituelles. La République laïque prétend avoir la maîtrise des esprits. Elle prétend avoir la maîtrise des esprits en imposant une pensée citoyenne où on ne va pas utiliser la raison par rapport à un réel objectif, mais une pensée citoyenne au moyen de l'éducation prescriptive des droits. L'athéisme social, qui se trouve au cœur de la laïcité contemporaine, se fonde sur une véritable religion républicaine. Et le cœur de cette religion républicaine, c'est cette laïcité même, interdisant toute remise en cause des principes qui la fondent. C'est ce qui est gênant, à la différence de l'Église catholique. L'Église catholique se contentait de rappeler les premiers principes, des axiomes non démontrables comme le principe de non-contradiction, parce que d'évidence, mais ces principes étaient indépendants de la foi catholique, mais fondés sur la nature des choses. Or, la République, elle érige comme principe fondateur les principes que le pouvoir institué veut se donner en lien direct avec la foi républicaine. Il y a vraiment une différence dans la façon d'approcher. Et en plus, ça aboutit au relativisme par la méthode du libre examen, sauf ce socle commun imposé. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans différentes conférences passées, on aboutit à tous les ismes de la société contemporaine. Individualisme, subjectivisme, relativisme, libéralisme et aujourd'hui laïcisme. Il me semble tout de même qu'une société où l'on nie l'existence d'une vérité est une société où l'on place l'erreur à la même place que la vérité. Or, sans vérité, il ne peut pas y avoir de vraie charité et de vrais liens sociaux d'amitié et de vrais principes unitifs dans la société. Que la vérité, on puisse se tromper en la cherchant ensemble par rapport au réel que l'on voit. Oui, on travaille ensemble, on avance ensemble, on peut éventuellement se tromper. Mais n'allons pas dire qu'il n'y a pas une vérité objective. D'ailleurs, l'encyclique Caritas in Veritate de notre pape Benoît XVI du 29 juin 2009 est, à mon sens, une véritable lumière pour notre temps. Tout le monde devrait la lire, cette encyclique Caritas in Veritate. Parce que cette encyclique s'offre comme une réponse cohérente de la raison et de la foi, de la place de l'Église dans la société humaine et de son rôle irremplaçable à l'égard de tous et pas seulement des catholiques, parce que là on n'est pas dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de l'usage de la raison. Si vous allez lire cette encyclique, vous verrez que les mots liberté, égalité, fraternité y résonnent de façon harmonieuse, car ils ne sont pas détachés de la recherche de la vérité qui seule peut véritablement libérer. Je vous remercie.